Ravie de vous retrouver sur Arte pour ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Que savez-vous des papous? Regardez cette photo, voici des papous de Nouvelle-Guinée occidentale qui réclament leur indépendance. Comme nous l'indique sur la photo, le drapeau des indépendantistes, eux qui vivent sous la coupe de l'Indonésie depuis 1963. Une problématique qui n'est pas la même que celle de l'État voisin, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, qui, elle, est indépendante. Alors des papous, c'est vrai, on connaît le folklore de leurs costumes, leur lutte contre la déforestation, mais on sait peu de choses du combat des papous de Nouvelle-Guinée occidentale. Ils mènent depuis plus de 50 ans, comme ils peuvent, une insurrection séparatiste face à la puissance militaire, économique et culturelle des Indonésiens. C'est donc d'un pays déchiré que nous allons aujourd'hui vous parler. Située entre l'Asie et l'Océanie, la Nouvelle-Guinée occidentale fait partie de l'île de Nouvelle-Guinée, deuxième plus grande au monde après le Groenland. L'île de Nouvelle-Guinée représente 800 000 km², soit autant que la France et le Royaume-Uni réunis. Elle est séparée par le 141e méridien. Côté Est, on trouve la Papouasie-Nouvelle-Guinée, État indépendant de l'Australie depuis 1975. Côté Ouest, la Nouvelle-Guinée occidentale, indonésienne, on l'a vu depuis 1963. Avec 10 habitants par kilomètre carré, c'est la moins densément peuplée de l'archipel, 4 millions d'habitants répartis sur 420 000 km², soit à peine 1,7% de la population d'Indonésie sur un quart du territoire de l'archipel. Et cette Nouvelle-Guinée occidentale est une région riche, riche en bois, l'île est couverte de forêts tropicales denses, riche en minerais, elle regorge de cuivre, d'or, d'argent et de nickel, et en pétrole et en gaz, le long des régions côtières. Les Papous, mot qui signifie crépus en malais, sont arrivés il y a 40 000 ans d'Asie du Sud-Est et d'Australie. Ils comptent des centaines de groupes ethniques parlant plus de 1000 langues. Sur les côtes, des populations austronésiennes de l'actuel Taïwan s'y sont progressivement ajoutées il y a 3000 ans. Au XVIIe siècle, l'île passe sous contrôle de la Compagnie des Indes orientales, hollandaise, avant d'être divisée en 1885 entre Allemands, Britanniques et Hollandais qui colonisent et christianisent l'intérieur. En 1949, l'Indonésie devient indépendante. Les Pays-Bas doivent quitter l'archipel, sauf la Papouasie. Pour défendre leur dernier territoire, ils favorisent les Indonésiens. Les Papous, eux, rêvent d'indépendance. Le président indonésien Sukarno veut une Indonésie qui va de Sabang à Merauke. Fin 1961, un bref conflit armé s'ensuit. Favorables à l'Indonésie, les États-Unis forcent les Pays-Bas à signer un accord à l'ONU, sans consultation des Papous. Jakarta récupère l'île en 1963 et y dépêche aussitôt fonctionnaires et militaires. La mise au pas est brutale, on parle de 30 000 tués entre 1963 et 1969. Suite à cela, des centaines de milliers de Papous se réfugient en Papouasie-Nouvelle-Guinée voisine, de quoi alimenter le mouvement indépendantiste baptisé Organisation pour une Papouasie libre. En 1969, l'accord de l'ONU exige un référendum d'autodétermination pour la Nouvelle-Guinée occidentale, mais l'Indonésie force les chefs tribaux à confirmer le statu quo. Désormais, l'Indonésie a le droit international avec elle. Alors regardons d'abord comment Jakarta a exploité économiquement ce nouveau territoire. Regardez ici l'immense gisement du Grasberg. C'est la plus grande mine d'or et la troisième mine de cuivre en activité au monde, exploitée à très haute altitude par l'américain Freeport-McMoRan depuis 1967. En 2015, Freeport reste le premier employeur de la région, avec plus de 33 000 salariés et sous-traitants, et aussi le premier contributeur au budget de l'État indonésien. De quoi faire oublier les rivières et sols contaminés par des rejets toxiques, la destruction d'une biodiversité unique, notamment dans le parc national de Lawrence, le deuxième plus grand d'Asie, et les violences galopantes autour de la ville minière Timika. Plus à l'ouest, BP exploite désormais un gisement de gaz naturel offshore. Et dans la région de Merauke, un groupe de multinationales a converti depuis 2010 1 million d'hectares en culture d'exportation, palmiers à huile, soja, canne à sucre, chassant les populations traditionnelles. Depuis 1980, un quart du territoire a déjà été déforesté
et plus de la moitié seraient aujourd'hui jugés en situation environnementale critique. À présent, voyons comment Jakarta s'est lancé dans une politique de peuplement musclée appelée transmigrasie. En 1960, les Papous constituaient 95% de la population locale. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 69% et même seulement 49% dans la province de Papouasie occidentale. Entre 1970 et 2010, en effet, quelques 750 000 migrants ont été envoyés des îles indonésiennes les plus peuplées, comme Java et les archipels des Célèbes et des Moluques, pour peupler les zones côtières de la région. Objectif, l'arrimer au reste du pays. En 2015, le président indonésien Joko Widodo a mis certes fin à cette politique d'État, mais les migrations individuelles se poursuivent. Résultat, les Papous ne sont plus majoritaires que dans les régions montagneuses du centre, dans les grandes villes, dont la capitale, Jayapura, plus riche et pourvoyeuse d'emplois, les Javanais musulmans dominent. C'est aussi une très forte ségrégation économique et sociale qui touche les Papous. La croissance de l'île a atteint plus de 4% entre 2010 et 2015. En moyenne, le PIB par habitant y est plus élevé qu'ailleurs, surtout dans la province de Papouasie occidentale. Mais cette manne échappe largement aux Papous. 28% d'entre eux vivent sous le seuil de pauvreté, contre 11% au niveau national, et 46% des Papous n'ont pas accès à l'électricité, contre 2% au niveau national. Globalement, leur niveau de développement humain est parmi les plus faibles du pays. Dans le district de Nduga, il est parmi les plus bas du monde. Enfin, la politique indonésienne avec les Papous est un mélange de répression et d'intégration. Comme au Timor oriental et à Aceh, autre région séparatiste, l'armée et les forces spéciales indonésiennes, les Kopassus, abusent de leur rôle contre-insurrectionnel. Massacres, disparitions et tortures y sont réguliers. Bilan depuis 1962, 100 000 victimes. En retour, le mouvement indépendantiste papou commet lui aussi des attaques, mais à moindre échelle. En 2013, à Puncak Jaya, la plus meurtrière depuis plus de 15 ans, a coûté la vie à 8 soldats indonésiens. État dans l'État, l'armée indonésienne contrôle largement la contrebande du bois, participe au trafic de drogue, protège des firmes privées comme Freeport, se pose en défenseur de la minorité migrante. Pourtant, les forces spéciales indonésiennes restent très soutenues par l'armée américaine pour cause de lutte commune contre le terrorisme. D'ailleurs, selon la loi, les indépendantistes sont assimilés à des terroristes. Ce qui n'empêche pas, dans certains cas, l'Indonésie d'utiliser les Papous. Entre 2000 et 2008, les transferts de fonds de Jakarta vers la province ont augmenté de 600%. En 10 ans, le nombre de districts est passé de 9 à 38 et compte 130 000 postes de fonctionnaires locaux. Ce millefeuille bureaucratique favorise la corruption et les rivalités entre ethnies papous, et les indépendantistes y résistent difficilement. Alors, quelle issue pour les Papous ? En 2014, la plupart des indépendantistes ont rejoint un mouvement uni de libération de la Papouasie occidentale basé au Vanuatu. Cet État indépendant depuis 1980 soutient leur cause, tout comme les îles Salomon. En 2016, des exilés autour de Beniwanda ont lancé la campagne Free West Papua. Ils dénoncent un génocide lent, du fait du remplacement des populations et de la confiscation des terres, et exigent un référendum supervisé par l'ONU. Et en mars 2017, le Vanuatu a porté les abus de l'armée indonésienne devant le Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Mais la Papouasie n'est pas le Timor oriental, qui lui a obtenu son indépendance en 2002. L'ONU considère que la Nouvelle-Guinée occidentale n'est pas occupée. Autre handicap, le mouvement indépendantiste papou est faible, moins de 1000 combattants armés selon Jakarta. Enfin, les grandes puissances et surtout les États-Unis ménagent l'Indonésie, partenaire économique et militaire important. On assiste donc plus à une intégration des Papous au reste du pays. 70% d'entre eux vivent toujours dans les montagnes pauvres et rurales, mais leur nombre se réduit. Les autres ont rejoint les côtes, urbaines, dynamiques et intégrées à la culture javanaise. Même vêtements, même médias, même aliments que l'archipel. L'écart de richesse entre Mimika, région côtière la plus riche, et Puncak Jaya, région centrale la plus pauvre, est de 1 à 28.
Cette acculturation est renforcée par la nouvelle classe de dirigeants papous pro-indonésiens et elle a des conséquences. 40% des habitants de la région parlent désormais la langue indonésienne, celle de l'économie. La religion musulmane des migrants s'étend également. Elle représente déjà 38% des croyants de la province de Papouasie occidentale et 16% en Papouasie, ce qui est porteur de tensions avec les Papous chrétiens. On voit donc bien le dilemme qui se pose à la Nouvelle-Guinée occidentale. Réussira-t-elle à obtenir son indépendance au même titre que la Papouasie, Nouvelle-Guinée voisine? Rien n'est moins sûr. Plus qu'une indépendance inaccessible, il faut donc surtout souhaiter une normalisation de la situation en Nouvelle-Guinée occidentale, enjeu indispensable pour que les habitants de l'île, papous et non papous, disposent enfin d'un état de droit. Pour aller plus loin, nous vous recommandons la lecture d'un ouvrage sur l'Indonésie, intitulé L'Indonésie de la préhistoire à la présidence de Jokowi, rédigé par Alain Riquier, publié chez L'Harmattan en septembre 2016. Basé sur des recherches très documentées, le livre est un éclairage en français sur l'histoire méconnue de cet archipel, aussi large que l'Europe. Ainsi s'achève notre émission. Retrouvez bien sûr le dessous des cartes pendant 7 jours sur arte.tv et rendez-vous la semaine prochaine, même endroit, même heure. Bonne soirée.